Dans le quotidien de leur métier, des artisans et des artisanes de la terre et des goûts expérimentent pour continuer à nous nourrir durablement. Leur positionnement interroge l'avenir des métiers de bouche d'un point de vue économique, sociétal, culturel et environnemental. Le temps d'un entretien de 30 minutes, entendons leur voix et ouvrons nos représentations pour réfléchir à l'avenir de notre alimentation. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Mâchons pas les mots. Aujourd'hui, Let's Talk, le goût du lien. Si le lait pouvait parler, que nous raconterait-il de son voyage ? Depuis la ferme où il est extrait jusqu'à notre table. Enfant de la montagne, j'allais le chercher dans mon petit bidon en fer chez les derniers paysans du village. Le moteur de la traite résonnait contre les murs de pierre des maisons centenaires. C'était le signal. Avec ma sœur, nous nous rendions à l'étable, 50 mètres plus bas, et nous observions, très intimidés, les immenses mammifères placides se faire aspirer les pies. On repartait avec notre bidon tout tiède, dégageant une belle odeur de foin, de crème et d'étable. Raymond et Raymonde avaient une dizaine de vaches. Ils vendaient encore le lait, malgré la retraite sonnée depuis longtemps. Ils cultivaient silencieusement leur jardin, vivant de peu. Je les aimais beaucoup, et dans leur silence, je faisais la conversation pour trois, racontant toutes les histoires vécues du haut de mes 8 ans. Le lait était emmené à la coopérative laitière pour la fabrication de la tome des Bauges à 5 km. Revendu à la fruitière, ou en partance dans le département et parfois même jusqu'à Lyon. J'ai toujours été surprise du prix de vente affiché, parfois triplé. La production laitière n'a jamais permis aux éleveurs de vivre dignement de la vente du lait. Poussés à s'agrandir, à investir, à produire en masse, pour les intermédiaires toujours plus gros, le problème reste le même. La valeur du lait ne revient pas aux éleveurs. En France, 2 voire 4 rayons dans les supermarchés sont parfois nécessaires pour entreposer les innombrables offres de desserts lactés, crème, beurre, sans évoquer le fromage. Que nous raconte ce lait ? Que reste-t-il de son histoire, de son terroir ? Quel est son sens ? Et si nous repensions notre manière de transformer et de consommer ce lait ? Dans cet épisode, on fait de la place à un modèle qui remet le producteur au cœur de la chaîne. Livraison directe, fixation des prix à la ferme, savoir-faire artisanal et lien avec le mangeur. Anaïs Durafour a fondé la laiterie de Lyon en 2022 avec la volonté de construire une filière courte et humaine. Avec elle, nous revenons sur son engagement de 6 ans qui, après avoir prouvé son modèle, tend vers la transmission. Bonjour Anaïs et bienvenue dans Tribune d'artisans. Bonjour Laetitia, merci pour l'invitation. Alors ta laiterie a ouvert en 2020 dans le quartier de la Guillotière. Quand on rentre, on a une belle boutique tout en vitre qui nous amène en fait à tu proposes plusieurs produits et tu as un atelier de transformation qui est attenant. D'ailleurs, on peut depuis la rue voir ce qui se passe à l'intérieur de la boutique. C'est très, très transparent. Tu as développé un vrai savoir-faire d'artisane avec la fabrication sur place de yaourts, de mozzarella, de desserts et de plusieurs spécialités de fromage, dont le petit pont dont on parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, tu nous as apporté même quelques fromages, il me semble. Est-ce qu'on peut les déballer ensemble et est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors, je t'ai apporté un comté fruité. Tu vois, avec une jolie pâte bien jaune, des petits cristaux de caséine là, qui ressortent, qui reflètent un peu l'affinage du fromage. Et je t'ai apporté un fromage de chèvre fabriqué dans la zone de l'AOP Charolais, où on retrouve un petit peu les fleurs d'affinage, un peu typique du petit pont, donc bien bleuté, avec ce côté un peu crémeux sous croûte et un peu plus ferme à l'intérieur. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix ? Tu nous as apporté là, ces 2 fromages aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, le comté, c'est un peu une histoire de famille, puisque je suis née dans une ferme où mes parents étaient producteurs de lait dans la filière comté, dans le Haut-Jura. C'est un fromage que j'ai toujours mangé depuis que je suis petite et qui est effectivement le fromage que je vends le plus aujourd'hui à la laiterie, genre top 1, largement devant les autres. Et puis ça, c'est
un fromage type demi-charolais, plus petit. C'est un jeune producteur qui s'est installé l'année dernière, qui a repris la ferme de ses parents en bio, qui a fait la transition et qui a sorti ses premiers fromages, du coup, là, cette année. Et j'avais à cœur de vous le faire découvrir parce qu'il est très bon. Fromage de chèvre, magnifique, produit à côté. Ok, super. Tu as aussi donc développé, donc je disais tout à l'heure, tout un savoir-faire. On a le Petit Pont, qui est un fromage qui rappelle un petit peu le Saint-Marcellin. J'ai eu l'occasion de le goûter. Alors, tu as 2 versions pour ce fromage. On en parlera un petit peu tout à l'heure de ce savoir-faire qui a été développé. Mais moi, j'ai vraiment été frappée par une typicité vraiment particulière. On a un côté très salin qui arrive au début et énormément de douceur, de rondeur. On a envie de taper dedans. D'ailleurs, il n'a pas fait long feu. Et vraiment, on est dans quelque chose d'assez surprenant. Qu'est-ce qui était important pour toi lorsque tu as décidé de créer cette laiterie ? Alors, ce qui était important dans ce projet, c'était de pouvoir avoir un côté artisanal qui vienne compléter la partie boutique, entre guillemets. J'avais envie de pouvoir apprendre un métier manuel et qui ait du sens pour ce que je voulais faire à ce moment-là de ma vie, qui était vraiment une reconversion professionnelle. Et puis, j'ai rencontré à Paris Pierre Coulon, qui montait à ce moment-là la laiterie de Paris, avec cet engagement très marqué sur la rémunération de la filière laitière. Au niveau du prix au litre pour le chèvre, brebis et vache, et tout en proposant cet atelier de fabrication urbain, où du coup, on pouvait voir à nouveau comment étaient faits les fromages en ville. Et en fait, si tu n'as pas eu la chance de pouvoir aller à la campagne, comme tu le disais en début d'épisode, de pouvoir aller à la ferme, en fait, on est un peu déconnecté de ce mode de production. Comment est-ce qu'on fait un fromage ? Et il y a encore beaucoup de personnes qui pensent, quand ils vont dans une fromagerie en centre-ville, le fromage, il est fait derrière. Tu vois, la question ne se pose pas trop. Et du coup, le fait de faire une laiterie et d'avoir cette visibilité sur, en fait, le fromage, il se moule, c'est du lait qui est ensuite caillé, qui va coaguler, etc. Ça attire vraiment la curiosité. Voilà, pour moi, c'était vraiment cet engagement qui était, du coup, de pouvoir contribuer à mon échelle à une valorisation de la filière laitière. Tu vois, on travaille avec une famille depuis le début, d'ailleurs, à qui on achète le lait, en période où les brebis sont en lactation, donc sur la période plutôt printanière jusqu'à la fin de l'été, on travaille avec une deuxième famille où on transforme une partie en lait de brebis. Et c'était vraiment à partir du prix du lait que vous fixez, comment est-ce que nous, on peut monter le business model derrière. Oui, ce qui est très important, c'est que ce sont bien les éleveurs qui fixent le prix du lait, et toi, tu ne le négocies pas. Non, jamais. Et du coup, on a vraiment monté le projet, la viabilité économique du projet sur ce principe-là. Donc, d'ailleurs, le prix au litre n'a jamais évolué. Ça veut dire qu'eux ont fixé leur juste prix, qui était... Aujourd'hui, le prix du lait, on a une petite idée. On valorise, alors là, c'est des chiffres qui datent de 2024, entre 0,48 centimes et 0,51 entre le conventionnel et le bio. C'est ça. Sachant que pour le bio, on est quand même à 20% de charge en plus, en charge de production. Donc, ça donne une idée aujourd'hui de la valorisation du lait. Et la plupart des éleveurs ne s'en sortent pas. Et ça, c'est en cause, du coup, les investissements qui sont faits sur les fermes et le nombre de vaches et les choix qui sont entrepris. Et donc, du coup, pour vous, c'était vraiment important que l'éleveur puisse s'y retrouver. Tout à fait. Et donc, vous recevez 400 litres de lait chaque semaine. C'est ça. Et qui sont répartis. Alors, comment il arrive ce lait à la ferme, à la laiterie? À la laiterie, donc il part de la ferme le mardi matin, dans des seaux de 20 litres, où on se muscle, où Laurence ou son fils d'ailleurs nous livre vers 6h30, 7h tous les mardis matins. Et donc le seau est déposé, les seaux sont déposés en chambre froide. Et à partir de là, nous, on va répartir la fabrication entre une partie qui va partir sur les yaourts et une partie qu'on va transformer en lait, en fromage. Du coup, comme le lait est frais le mardi matin, on va tout de suite faire ce qui sera justement les petits ponts, donc les fromages un peu lactiques, fromage blanc, etc. Et le jeudi, on a à nouveau une livraison de lait pour pouvoir faire la mozzarella. Donc on fait plusieurs temps comme ça de fabrication dans la semaine. Et parfois même les clients, il arrive, une fois tu m'as dit que si la livraison a pris un peu de retard, les clients
peuvent voir le lait arriver. Exactement. Et ça suscite quelques réflexions. Oui. Mais en fait, je crois que c'est simplement le fait de pouvoir mettre un visage derrière une production. C'est ça qui suscite la réaction. Et il y a d'ailleurs tout de suite cette espèce d'empathie et de sympathie qui est sur Laurence ou sur son fils ou en fonction de la personne qui livre sur « Oh, mais c'est trop bon, on est hyper content de déguster ce que vous faites, etc. » C'est vrai que c'est assez chouette. Mais je pense que c'est vraiment ce côté de mettre un visage derrière une filière. Au-delà de nous, qui sommes artisans, au final, on est un peu à l'interface entre ces deux mondes, quoi, entre le citoyen consommateur et du coup les producteurs derrière. On va poursuivre un petit peu sur cette question, mais avant, je voulais te faire écouter un extrait d'un reportage de l'ORTF qui date du 19 mai 1970. Le gruyère entre en guerre. On écoute Narcisse Bouvresse, qui est président de la fruitière d'Épenois, en Franche-Comté. Il s'exprime sur les conséquences de la signature d'une charte du gruyère par un ensemble de dirigeants agricoles qui a eu lieu le 7 février 1970. Mais on a voulu dans cette charte prévoir la concentration qui est un point, mais surtout la commercialisation derrière. Et nous ne voudrions pas que la coopération soit en position de faiblesse en face du secteur industriel qui lui est dynamique. Jusqu'ici, il était impensable de vendre du comté autrement qu'en meule. Aujourd'hui, pour satisfaire les grandes surfaces de vente, il faut pré-emballer, sous plastique, le comté en portions pesées, étiquetées et toutes prêtes à être vendues. Est-ce l'avenir ? Va-t-on vers une industrialisation totale de la fabrication du comté ? Monsieur Perrin, le directeur général de l'Union coopérative des fruitières de Franche-Comté, est partagé. Deux marchés qui s'adressent à des clientèles différentes. La clientèle de masse, qui veut des fromages de qualité banale, et puis les gourmets, les gens qui s'intéressent à ces fromages dont je vous parlais tout à l'heure, de qualité spécifique, bien originale. Et je crois qu'il y a une option à faire, savoir si on veut s'orienter à la production vers l'un ou l'autre de ces marchés. Voilà donc une archive qui date de 1970 et qui, on le voit aujourd'hui, on est dans ce futur-là de ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que tu as envie de réagir à aux propos qu'on vient de recevoir ? Oui, bien sûr. Alors, spontanément, ça m'a fait penser à l'anecdote du cœur de meule. En fait, le cœur de meule, on a toujours l'impression que c'est le meilleur du fromage, mais c'est simplement que ça date justement de cette époque où on a commencé à industrialiser la vente des comtés, entre autres, ou des gruyères, des Emmental de Savoie IGP par exemple. Et comme le fromage avait moins de croûte, il se vendait moins. Parce qu'on avait l'habitude, en fait, un fromage a de la croûte. Et donc, il y a eu toute cette communication sur le cœur de meule pour réussir à vendre ces fromages qui étaient débités sous vide et qui ressemblaient plus du tout au fromage qu'on avait l'habitude de voir avant. Et on continue à nous demander, quand on coupe la pointe, « Ah, c'est le cœur de la meule !» En fait, on leur dit, c'est pas forcément meilleur, quoi. C'est vraiment le truc de représentation commerciale. Donc là, quand on entend le client a envie de quelque chose de peut-être un peu plus médiocre en qualité, mais plus accessible en termes de prix, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Et ça rejoint un peu cette question de qu'est-ce qui était important pour toi de mettre en place dans cette laiterie, justement sur la question du prix et sur la question du goût. Eh bien, la qualité, on a envie de défendre un maximum le fait de pouvoir vendre moins de fromage, mais de qualité. Par contre, il faut quand même savoir que les personnes qui poussent les portes d'une fromagerie, comparées à ceux qui poussent les portes d'un supermarché, ça reste quand même une infime proportion. Même si l'engagement, je pense, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter du fromage, au final, il vaut mieux, mais comme on le disait pour la viande, il vaut mieux en consommer moins, quitte à le payer un tout petit peu plus cher au kilo, pour pouvoir assurer l'avenir d'une filière, effectivement, et puis la qualité des fromages qui sont proposés. Et en fait, il n'y a pas de standardisation des goûts. Chaque ferme est capable de développer ses propres arômes. En fait, il y a une typicité propre à chaque fromage qui fait que ce petit fromage de chèvre-là n'aura pas le même goût que celui de son voisin, alors que ce sont des fermes voisines. Il y a un peu cet engagement, en tout cas, qu'on essaye de mettre en avant à la laiterie. Et puis, je pense aussi que le terme du prix est quand même un sujet de base, parce que tu vois, ça, c'est un comté qui a une bande verte
hop là, on le reconnaît avec la petite cloche. On voit l'étiquette. Il y a énormément il y a des comtés qui sont dits déclassés. Tous les comtés sont goûtés et notés. Tous ceux qui ont une note au-dessus de 14 sur 20, ils ont cette bande verte là. Et ensuite, entre 12 et 14, ils ont une bande marron. Ça reste décompté dans la fabrication, sauf que nous, on les achète beaucoup moins cher. Et donc, on les vend aussi moins cher. Donc, ça veut dire que tu peux vendre quand même des fromages de qualité moins chers par rapport à ce qu'on va retrouver en offre de grande surface. Et d'ailleurs, sur les comtés, on est aussi cher que le supermarché qui est à côté de chez nous. Alors que vous n'avez pas d'intermédiaire, et donc ça veut dire que la valeur va rester pour le travail de l'artisan, de l'artisanat, la laiterie, mais surtout et aussi pour le producteur. Tout à fait. Les comtés, en fait, ce type de fromage, c'est quand même assez particulier parce que tout le monde est obligé de passer par les affineurs. Tu peux pas acheter en direct. Tu passes par les affineurs. C'est différent pour ces petits fromages-là. Effectivement, là, du moment où on peut passer en direct avec un producteur, il n'y a pas d'intermédiaire. La valorisation est beaucoup plus importante. Et du coup, le prix de vente, il n'y a pas d'impact sur le prix de vente. Donc là, on est aussi un petit peu obligé de proposer une offre diversifiée. On a quand même quelques intermédiaires si je te suis. Mais tu as quand même un regard assez appuyé. Et puis, tu es aussi en capacité d'expliquer aux clients. Il y a tout ce rôle-là assez beau, assez humain. Quand on parlait de lien humain tout à l'heure, c'est que quotidiennement, tu es là aussi pour transmettre le travail de la ferme, mais aussi l'histoire de la filière, du fromage et pouvoir partager ces connaissances auprès de tes clients. Tout à fait. Il y a ça, et il y a quand même un point important, c'est-à-dire que quand on se lance dans ce métier, en crèmerie-fromagerie notamment, on a beaucoup de valeurs et d'idéaux qui se retrouvent aussi un peu confrontés à la réalité économique. En fait, pour les producteurs, livrer en direct, c'est aussi un coût énorme. Pour rouler dans Lyon maintenant, il y a aussi un certain nombre de règles qui fait que c'est pas forcément facile de trouver comment se faire livrer, ou si on n'a pas de véhicule comme nous, il faut trouver des solutions. Il y a quand même le rôle des affineurs est assez important là-dedans, puisque ça permet de centraliser pour plusieurs crèmeries fromagers un certain nombre de volumes, en tout cas, pour ensuite redistribuer dans les crèmeries fromageries. Mais plus on peut travailler en direct, mieux c'est, on est bien d'accord. Tout à l'heure, tu parlais du terroir des fermes. Donc, moi, ce que j'expliquais un petit peu dans l'introduction, c'est qu'il y avait cette habitude d'un fromage qui va tenir sa typicité du fait de l'environnement de la ferme. Mais alors, comment on crée un terroir urbain ? Quel est l'environnement urbain à Lyon ? Et je reviens du coup sur ce petit pont, et notamment d'un ami ou d'un ennemi que vous vous êtes fait, qui est le Penicillium album. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors le Penicillium album, c'est cette petite fleur d'affinage un peu bleutée qu'on retrouve plutôt sur la charcuterie. On a l'habitude de la voir. C'est ce qui va donner ce côté un petit peu bleu, gris, et c'est un goût très un peu sous-bois, champignon. On le retrouve sur certains fromages, notamment les fromages de chèvre. Et historiquement, avant, les Saint-Marcellin n'étaient pas tout blancs, tout crémeux. C'est-à-dire qu'ils étaient même un peu plus secs, comme celui que tu as pu déguster. En fait, cette fleur, elle est présente beaucoup dans le Rhône, tout le long de ce fleuve. Et entre autres, ici, du coup, elle est dominante. Donc, il a fallu, au début, se battre avec, ou au final, faire avec, pour proposer un fromage qui, justement, n'était pas forcément tel qu'il était représenté dans l'imaginaire. Oh, vous faites un fromage type Saint-Marcellin qui, au final, n'est pas ni blanc ni crémeux, mais plutôt bleuté et plutôt sec. Et à la dégustation, souvent, c'est un peu le coup de cœur au final. Totalement. Il est très bon. Il est excellent. Il est très bon. Mais il faut passer ce côté visuel où on a l'habitude, on a été un peu conditionné en fait à voir ces Saint-Marcellin sous un format grande distribution entre guillemets. Et donc du coup, j'ai vraiment eu ce coup de cœur aussi pour cette manière-là de travailler avec son environnement, où on peut se dire, oui, une laiterie urbaine, et avoir un peu des préjugés qui s'amènent derrière, de se demander, oh là là, mais à quoi ça sert ? Mais en fait, si, en termes, il y a toutes les valeurs que tu as pu exposer juste avant, mais il y a aussi en termes gustatifs, en termes d'amusement, de jeu pour travailler avec le terroir qui est très présent. Je voudrais aussi que tu peut-être nous parles on parlait tout à l'heure du fait de connaître l'origine du lait. Est-ce que ça joue sur ton travail d'artisane, la manière dont tu vas recevoir le lait, la qualité du lait, est-ce qu'il est changeant ? Comment ça se passe ? Quel lien tu développes avec ce lait ? Constamment. Ça a été d'ailleurs une succession d'échecs. On a eu des fromages qui étaient absolument ratés parce qu'il faisait trop chaud, parce que, en fait, du moment où tu travailles avec du vivant, tu t'exposes à ce que le produit fini soit pas du tout celui auquel tu pensais au départ.
Et donc, c'est vraiment constamment pouvoir dialoguer avec cet environnement-là. Les aléas du lait cru, les vaches, quand elles sont à l'intérieur en hiver et qu'elles repassent à l'herbe au moment du printemps, le lait est extrêmement changeant. Et en fait, ça ne marche pas forcément du tout. Et du coup, dans cette période-là, on a décidé d'arrêter de produire d'ailleurs des petits ponts parce que le cahier ne prenait pas, c'était plus compliqué, donc on faisait d'autres fromages. Mais parce que pour cette typicité-là, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Donc, il faut toujours pouvoir s'adapter comme ça en fonction de la période de l'année, des températures. Un fromage ne va pas se mettre à crémer de la même manière si on est en hiver parce qu'il fait beaucoup plus froid. Du coup, tu chauffes un peu plus ton laboratoire, mais du coup, ça assèche l'air. Donc, ça a un énorme impact sur finalement ton petit fromage. Enfin voilà, il faut tout le temps dealer effectivement avec ces aléas extérieurs. Donc, on a bien une saisonnalité pour le fromage. Complètement. Mais complètement. Il nous reste encore 5 petites minutes à partager avec toi. En tout cas, moi, j'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à pousser la porte de la laiterie parce qu'on pénètre dans un univers qui est très particulier et on a envie d'en apprendre davantage sur les systèmes de fabrication. Et puis, en plus, tu as une connaissance, un savoir à transmettre, notamment des producteurs, mais aussi de ta manière de concevoir. Aujourd'hui, donc ça fait maintenant 6 ans que tu as la laiterie. C'est un modèle que tu as pu éprouver, qui fonctionne, qui est crédible, qui est stable en termes de modèle économique. Mais toi, tu as décidé aujourd'hui peut-être d'aller vers d'autres rivages. On en a pas mal discuté aussi ensemble. Il y a cette idée, on reste quand même le métier de l'artisan, c'est un métier qui est impactant. En termes physiques, en termes de fatigue et puis aussi de charge mentale. À un moment donné, on est les derniers maillons de la chaîne parce qu'on peut valoriser les produits directement, des producteurs qui peuvent compter sur nous pour valoriser leurs produits. Et parfois, c'est aussi le bon moment de s'arrêter et peut-être de transmettre. Et il y avait cette peut-être changement de représentation de se dire est-ce que c'est OK, comment je passe à autre chose. On n'est pas obligé de faire notre métier toute notre vie. Dans l'artisanat, c'est encore très ancré, encore pire dans le monde paysan. Et de s'interroger sur la manière dont on peut imaginer cette transmission, ce moment où on passe à autre chose et où le travail accompli reste quand même derrière soi. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu ? Oui, voilà. Effectivement, quand on s'est rencontrés, quand on a discuté il y a 2 semaines, j'avais déjà acté la décision. Je crois que j'étais arrivée physiquement et un peu au bout du projet. Et la question de la suite est vraiment un gros sujet. Parce que je crois que quand on met toute cette énergie-là à monter, développer, faire face, on n'envisage pas la fin. On ne sait pas à quel moment, en fait, on arrive un peu au bout de soi et de ses capacités à avancer là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir transmettre ce projet à des personnes qui ont envie, qui ont la motivation pour faire perdurer ce qui a été fait. Et puis, il y a en tout cas, une vraie passation que j'aimerais faire, effectivement. Parce que j'ai envie aussi que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé puissent continuer à évoluer autour de ce projet sans forcément que je sois encore dedans, mais qu'en fait le projet vive par lui-même indépendamment des personnes qui sont dedans. Ce serait bien. Et ça, je crois que c'est une représentation aussi qu'on a intérêt à changer collectivement. Tu parlais justement du Saint-Marcellin qui est ancré dans les imaginaires collectifs, du cœur de meule, mais il y a aussi tout ce travail-là. Évidemment, être artisan, on crée son savoir-faire toute sa vie. Et en même temps, aujourd'hui, les conditions font qu'on ne peut pas être artisan toute sa vie. En tout cas, ça devient de plus en plus difficile. Et imaginez qu'on peut être artisan, paysan de passage et de trouver des facilitations pour transmettre son outil, ce qu'on a créé, pour que la filière continue d'exister derrière soi, pour finalement conserver ce terroir gustatif, ce savoir-faire et cette humanité entre ceux qui nous nourrissent et les mangeurs finalement, et que ça ne repose pas tout le temps sur les mêmes personnes. Il y a un petit peu... en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie aussi de te partager et du coup d'encourager à continuer à aller pousser les portes des artisans et des artisanes qui ont beaucoup de choses à raconter. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter ? Oui, j'ai pensé à quelque chose, je l'ai perdu. Ça va revenir. En attendant, sur la transmission. Oui, on parle de la transmission.
En attendant, j'annonce le programme pour la semaine prochaine. Peut-être que ça va revenir et ça va en fait faire lien avec ce qu'on s'est dit là. Je vais recevoir Céline Riolo des Fermes Partagées. Et avec elle, justement, on va évoquer ces solutions pour sécuriser les modèles paysans. C'est important de pouvoir continuer à parler d'autres manières de fonctionner et d'imaginer l'entrepreneuriat dans ces filières-là. Est-ce que c'est revenu ? Non, c'est ça, c'est vraiment cette question de transmission, tu l'as très bien résumé au final, qui est vraiment un gros sujet. Comment réussir à transmettre, que le projet perdure, ces petits projets qui puissent perdurer au-delà des grosses entreprises ou des grosses fermes qui vont essayer de racheter le foncier. Enfin, il faut pouvoir préserver toute cette diversité de goûts qui est liée à cette diversité de producteurs. Voilà, c'était le petit mot. Super. Écoute Anaïs, en tout cas, je te remercie énormément d'être venue témoigner aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens de la boutique, la laiterie de Lyon et les extraits sonores sur le site de Radio Anthropocène dans la rubrique Tribune d'artisans. Je remercie aussi Laurine Magnante qui a participé à la préparation de cette émission. Et donc, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, bonnes écoutes et bons appétits. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Mâchons pas les mots.